Bonjour, chers citoyens, camarades, compatriotes, amis de la paix surtout. Je voudrais aujourd'hui vous traiter de la question de la guerre en Ukraine d'une part et des élections françaises, les deux choses étant intimement liées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il s'agit justement de les mettre en rapport alors que la question de la guerre et de la paix est fort peu présente dans le débat sur les législatives qui vient. D'abord, concernant la guerre en Ukraine, qui n'est pas une guerre russo-ukrainienne, et qui est déjà, il faut regarder les choses en face, une guerre entre la Russie et les pays de l'Union européenne et de l'OTAN coalisés. Même si c'est par Russes d'un côté et Ukrainiens interposés que se déroulent les prodromes de ce qui pourrait bien devenir le troisième conflit mondial. Je le dis avec gravité, nous sous-estimons totalement à l'Ouest, et notamment dans les milieux politiques, militants, etc., la dimension de ce qui se passe là-bas. Je pourrais revenir aujourd'hui sur les causes du conflit, sur les responsabilités, mais j'en ai déjà traité dans plusieurs vidéos précédentes. Le PRCF a déjà dit ce qu'il pensait de cette affaire, et tout en considérant l'offensive générale de la Russie en Ukraine comme, je cite, inconsidérée et disproportionnée, fermez les guillemets, nous avons toujours insisté sur le fait que la responsabilité principale, je dis bien principale, non seulement du conflit actuel, mais de ce qui pouvait survenir à partir de ce conflit, incombait à l'Union européenne, à l'OTAN, et principalement derrière eux tous, à l'impérialisme états-unien. Mais au fond, je l'ai dit déjà, redit plusieurs fois, peu importe à la limite au stade où en sont les choses, que l'on soit d'accord ou pas sur cette appréciation concernant la responsabilité principale. Quand bien même on considérerait que c'est Poutine le principal responsable, et même le seul responsable de ce qui se passe là-bas. Ça changerait quoi par rapport au fait qu'il faut absolument, c'est, je le dis et je le répète, un impératif catégorique de l'action politique internationale et nationale, que d'interdire donc, d'exclure le glissement vers une troisième guerre mondiale qui, dans les conditions de notre époque, serait nécessairement nucléaire et qui aboutirait presque assurément à la disparition de la France, qui serait forcément visée par les frappes russes si une telle guerre serait déclenchée, étant donné que la France est membre de l'OTAN et qu'elle est par ailleurs un pays nucléaire, ce qui fait d'elle une cible, pas simplement quelqu'un qui possède des armes. L'Europe, qui serait le champ de bataille, et possiblement l'humanité tout entière, voire tout ce qui, sur Terre, présente une forme de vie un tant soit peu complexe. Alors, face à cela, eh bien, évidemment, nous devons tout faire pour que ce genre de choses n'arrive pas. Alors on va me dire, mais il ne faut pas noircir le tableau, on n'est pas là, etc. Bon, ce que je constate, moi, et tout le monde peut en faire autant, sans être un grand spécialiste de géopolitique ni d'affaires militaires, il suffit d'aller sur différents sites, y compris très professionnels, y compris occidentaux, que vous pouvez trouver par vous-même, et je ne vous fais pas la leçon, je ne suis pas un gourou ni un mentor, que chacun cherche par lui-même, vous avez un cerveau, vous avez un ordinateur, vous trouverez. Eh bien, vous verrez que donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, après avoir réduit les capacités de l'armée ukrainienne en s'engageant du côté de Kiev, pour que les forces de Kiev ne puissent pas rallier celles du Donbass, eh bien les troupes russes se sont concentrées sur leur objectif initial qui était le Donbass et la région est de l'Ukraine, principalement russophone, qu'elles ont cerné donc Mariupol et qu'elles ont pris en étau le bataillon Azov qui était le fer de lance nazi, soit dit en passant, nazi je dis bien, hein, et ceux qui disent le contraire sont des menteurs, de l'armée ukrainienne sur le front est. Ces gens-là sont donc maintenant coincés dans l'usine Azovtal, tout le monde le sait. Et donc les Russes essayent effectivement donc de prendre en étau l'armée ukrainienne disposée principalement à l'Est, de façon à pouvoir gagner la guerre de ce côté-là et obtenir les buts de guerre proclamés depuis le début, qui sont la dénazification de l'Ukraine, ce à quoi aucun démocrate ne devrait normalement s'opposer, et sa neutralisation, le fait qu'elle n'entre dans aucune
alliance militaire, et qu'elle serve à ce moment-là, ce qui serait une chance pour ce pays et non pas une malédiction, non pas de champ de bataille à l'affrontement Est-Ouest, mais de passerelle entre l'Union européenne d'une part et la Russie, et derrière la Russie le monde eurasiatique, Chine inclus, d'autre part. Alors ils essaient de faire ça, ils marquent peut-être des points, peut-être pas, à vous de voir, j'en sais rien, et moi je ne me porte en rien garant ni de l'armée russe, ni de ses agissements, ni de ce qu'elle fait ou ne fait pas. Je suis communiste. Poutine, jusqu'à dernier informé, n'est pas communiste, il est même anticommuniste et il n'a jamais été tendre avec mes camarades russes, donc je n'ai aucune sympathie idéologique pour lui, faut-il le dire. Simplement, donc, je dis que voilà, chaque fois que, sur la base des combats sur le terrain, Zelensky tend la main, ou en tout cas, bon, avance vers des négociations, il a même à plusieurs reprises parlé effectivement de neutralisation de l'Ukraine, de retrait de l'OTAN, etc., de choses comme ça, chaque fois, eh bien, tantôt c'est Boris Johnson, tantôt c'est Ursula von der Leyen, tantôt c'est maintenant Anthony Blinken, hein, donc le responsable numéro 2 ou numéro 3 américain, qui se précipite à Kiev et qui leur disent surtout pas la paix, surtout continuez, on va vous envoyer. Combien vous voulez de milliards, combien voulez-vous d'armes, on va tout vous donner. Et chaque fois, bien entendu, on entend le discours selon lequel l'Ukraine peut gagner la guerre, c'est-à-dire mettre la Russie en grave difficulté, et bien entendu, ce que cherchent les Occidentaux derrière tout cela, c'est l'enlisement de l'armée russe à l'Afghan, si l'on peut dire, les Américains venant de subir un lourd revers en Afghanistan, et si possible, évidemment, l'impopularité du régime, l'écroulement du régime russe, et le retour à un régime russe vassal, comme l'était celui d'Eltsine, qui a été une catastrophe pour la population ouvrière et paysanne de Russie, qui, à l'époque de Eltsine, a régressé sur tous les terrains. Et on a vu à l'époque même les Russes perdre plusieurs années de longévité d'existence en moyenne dans un tel régime. Bon, voilà ce qu'ils cherchent, avec même des sénateurs américains qui parlent ouvertement de partage de la Russie. Déjà, Wilson, le sympathique, entre guillemets, président américain qui avait accouru en Europe en 1917, parlait de partage de la Russie, qui était selon eux trop grande. Ne parlons pas de l'époque soviétique, où ils ont toujours tenté évidemment d'abattre l'Union soviétique, et où ils y sont parvenus avec l'aide de Gorbatchev, l'homme qui n'a même pas été capable d'obtenir un traité en bonne et due forme, signé par Bush senior à l'époque, pour prescrire que l'OTAN, comme cela a été promis verbalement, n'irait pas plus loin que les frontières de l'ex-RDA, si la RDA était rattachée à l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, bon, donc on en est là. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant les 40 pays qui sont réunis ce jour même où je parle et qui vont décider d'un armement massif de l'Ukraine, États-Unis, Angleterre, les deux faucons internationaux, plus l'Union européenne, plus l'Allemagne où les courants divers et variés existent, mais où les Verts sont en pointe, eux qui étaient pacifistes dans les années 80 et qui sont ultra-bellicistes maintenant pour, au fond, une grande revanche sur cette Russie qui leur avait collé une pile à l'époque de Stalingrad. Disons les choses, appelons un chat, grande revanche pour l'impérialisme allemand en vue. Et donc, effectivement, si ces gens-là se battent jusqu'au dernier Russe et au dernier Ukrainien, que va-t-il se passer? Aujourd'hui même, Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, leur a rappelé que la guerre mondiale était possible. Je ne vous dis pas que Lavrov est sympathique, une fois encore. Je ne vous dis pas que vive les Russes et abat les Occidentaux. Je vous dis vive l'humanité et abat la guerre nucléaire. Est-ce que les gens qui ont encore un peu de bon sens dans ce pays, et notamment à la tête des formations de gauche, ne peuvent pas entendre cela, Car, imaginons que la situation dérape, imaginons qu'il y ait, à un moment ou à un autre, une belligérance ouverte entre l'OTAN et la Russie. Imaginons que les Russes, excédés par le fait que chaque fois qu'ils gagnent sur le terrain, les Occidentaux font monter la surenchère de leur côté,
Eh bien, imaginons que pour finir, l'exaspération de l'opinion russe soit telle qu'il y ait par exemple des frappes nucléaires tactiques de la part des Russes sur certains sites ukrainiens ou proches de la frontière avec les pays de l'OTAN. Mais vous comprenez bien que tout ça va s'embraser. Vous comprenez bien que tout ça va mettre le feu, non pas aux poudres, mais aux milliers de têtes nucléaires dont on dispose des deux côtés. Et soyez bien conscients que dans le même temps, les Américains continuent leur sale petit jeu en mer de Chine et du côté de Taïwan, alors que Taïwan fait partie de la Chine. Et que, effectivement, donc les Américains ont montré, eux, de quoi ils étaient capables en 1962, à l'occasion de ce qu'on a appelé la crise des fusées de Cuba, lorsqu'ils ont eu le sentiment qu'ils étaient menacés sur leurs frontières immédiates par des armes soviétiques. On a été à 2 doigts de la guerre mondiale à l'époque. Pourquoi ne le serait-on pas maintenant, si c'est l'inverse et si ce sont les Russes qui se sentent menacés? Disant cela, encore une fois, je fais appel à tous ceux qui sont capables de faire abstraction de leurs dadas idéologiques et qu'ils regardent froidement les choses, tout simplement. Et quel que soit le pouvoir russe qui est là-bas, voyons de quoi il est capable, on ne peut pas sans cesse tirer les moustaches de l'ours et s'étonner de prendre des coups de griffe de plus en plus forts. Et quand bien même, encore une fois, ce seraient les Russes les méchants et les Occidentaux les gentils, ça changerait quoi au fait que, pour finir, si ça allume la pétarade nucléaire, tout le monde y passera. Tout le monde y passera. Que la France y passera parce que c'est un pays relativement petit qui possède des armes nucléaires, qui est la seconde armée de l'Europe après celle donc des États-Unis, et que donc elle est une cible éventuellement s'il y a des échanges nucléaires, que l'Europe y passera. Que l'Europe y passera, que l'humanité y passera et que le vivant y passera. Ah, ils sont beaux, les écologistes là, qui, en prenant le contre-pied des Verts allemands, des Grünen allemands des années 80, qui eux se battaient pour la paix, sont en train sans cesse de demander l'escalade en Ukraine, comme si la Russie était un petit pays sous-armé, comme si on avait affaire à Bernard Kouchner s'ingérant dans les affaires de la Somalie au cours des années 90. J'ai rien contre les Somaliens, ni rien pour les Russes. Je dis simplement qu'il y a des rapports de force et qu'il y a des gens qui jouent avec des allumettes à proximité d'énormes barils de poudre et que ce sont, je le dis en pesant mes mots, des irresponsables. Voilà. Donc il faut ici avoir tout cela en tête et se dire que c'est là le premier sujet pour tous les militants de ce pays. Oui, nous allons y revenir. Les affaires électorales ne sont pas sans intérêt. Oui, les législatives ont un rôle important à jouer. Oui, nous devons travailler au 3e tour social contre les projets scandaleux que nous prépare Macron sur ce terrain-là. Oui, nous devons combattre la fascisation de la France, mais nous devons d'abord tous nous mobiliser pour la paix. C'est scandaleux, je le dis, c'est scandaleux que dans ce pays, il n'y ait pas davantage de mouvements dans les rues, non pas pour balader le drapeau ukrainien, ce qui revient dans les conditions actuelles, en réalité, à soutenir l'escalade, mais pour demander la paix, pour demander la désescalade, pour demander des négociations, pour demander qu'on s'en sorte de cette situation, et qu'on s'en sorte tout simplement par la neutralisation de l'Ukraine, qui ne serait ni occidentale ni russe, et qui de ce fait pourrait, je le répète, jouer le rôle de passerelle Est-Ouest et non pas de tampon, ce qui serait un bienfait pour son peuple, et non pas une malédiction, comme l'est actuellement la politique de boute-feu des Occidentaux, qui se battent par Ukrainiens interposés, qui font le malheur de ce pays. Alors, cela étant, il faut avoir en tête ici, je crois que c'est très important, une analyse de fond. L'analyse de fond, c'est d'abord qu'il faut arrêter avec l'idée que la dissuasion nucléaire nous protège et qu'elle rend la guerre impossible. Mais c'est faux. Il est vrai que dans les situations calmes, entre guillemets, ou relativement calmes, entre l'Est et l'Ouest, la dissuasion nucléaire nous protège, mais passé un certain seuil, elle n'est plus une protection, elle devient un formidable accélérateur. Comment ne pas le voir? Première chose. Deuxième chose, comment ne pas comprendre que tous ces excités, y compris de la fausse gauche, qui au nom des droits de l'homme sont prêts à aller toujours plus loin dans la guerre,
sont encore une fois, des irresponsables et surtout complètement illogiques. On ne défend pas les droits de l'homme en prenant en otage la survie de l'humanité. Car s'il n'y a plus d'humanité, un enfant de 2 ans comprendrait ça, il n'y a plus de droits de l'homme. Pour qu'il y ait des droits de l'homme, comment dois-je le dire? Il faut qu'il y ait des humains. Et s'il y a la guerre nucléaire, il n'y aura plus d'humains. Voilà donc, c'est Kant, grand défenseur des droits, y compris une approche formelle des droits de l'homme, qui, dans le projet de paix perpétuelle, je l'ai déjà dit et redit, expliquait, déjà, je cite, article préliminaire numéro 6 de son projet de paix perpétuelle, qu'il faut empêcher tout moyen qui puisse conduire à bellum internequinum, la guerre d'extermination, c'est-à-dire à la fin de tout sujet du droit, de l'être humain. Bon, et enfin, dernière chose, ce qu'il faut bien entendre surtout, c'est terrible, mais personne ne veut l'entendre, parce que c'est dur à entendre, parce que ça fait peur, et donc il ne faut pas dire des choses qui font peur. L'Occident est le pays des dénouements tragiques et imaginairement des happy end. Voilà, les deux se compensent, tout au moins dans la tête, parce que dans les faits, ça fait pas la même impression. Mais l'Occident et le capitalisme occidental, le capitalisme tout court d'ailleurs, est devenu, je me tue à le dire depuis les années 80, exterministe. L'exterminisme est devenu le stade ultime du capitalisme-impérialisme contemporain. J'entends par là que dans sa course folle au profit maximal, à sa domination mondiale, à l'hégémonie, etc., tous ces gens veulent effectivement mettre toujours plus de moyens sur la guerre, et que à partir de là, eh bien, leur chantage est toujours le même, plutôt mort que rouge, disait-il à une certaine époque. Maintenant, c'est eh bien, on va se battre sans marche arrière aucune en Ukraine, et puis c'est à Poutine de céder. S'il ne cède pas, ben on met encore plus d'armes. Et s'il ne cède pas, ben on en met encore plus. Et si ça pète, eh ben ça pète. Voilà ce qu'ils ont dans la tête. Et puis on verra bien qui survivra. Vous vous rendez compte un petit peu de tout ça? C'est impossible de penser à un truc pareil. Derrière, on a toutes ces idéologies répandues par les films catastrophes, et par les prédications bibliques aux États-Unis là, sur le thème de l'Armageddon, de la fin du monde, du jugement dernier, et autres sornettes, je le dis, en comptant ne pas vexer du tout les véritables chrétiens qui, eux, je pense quand même, considèrent que le message principal de l'Évangile, c'est pas l'apocalypse nucléaire, c'est aimez-vous les uns les autres. Alors, cela étant, effectivement, comment faire? Eh bien, il faut aujourd'hui se mobiliser à tout prix sur toutes ces questions. En mettant de côté, y compris les querelles sur qui a commencé, qui est le méchant dans cette affaire, ça compte, il faut les continuer sur un certain plan. Mais sur un plan pratique, immédiat, la question n'est pas de savoir si dans 500 ans, et je le dis aussi aux marxistes de mon entourage, eh bien, les peuples, le bloc euro-asiatique, etc., la Chine et compagnie, vont petit en petit l'emporter sur l'impérialisme américain. C'est vrai si l'humanité continue, si l'humanité survit, mais si l'humanité ne survit pas, eh bien, de tous les côtés possibles et imaginables, tous ces échafaudages politico-théoriques s'écrouleront comme château de cartes. Voilà, donc il faut, quand on fait du bateau, j'ai fait avec mon père pas mal de bateaux, et avec mes fils maintenant, pas mal de bateaux dans mon existence, c'est bien d'avoir un cap, de viser loin, d'avoir une perspective historique. Mais la première des choses, quand on est marin, c'est que le bateau ne coule pas. Parce que s'il coule, il n'y a plus de cap qui tienne. Alors, mobilisons-nous partout et disons paix, négociation, désescalade, à bas l'exterminisme. Et j'en viens maintenant au deuxième point donc, de cette vidéo, les élections législatives. Je n'entrerai pas dans le détail, les programmes, le troisième tour, Mélenchon à Matignon, je ne sais quoi encore. Je partirai de l'objet de cette vidéo qui est la paix, centralement. Je dirai d'abord que nous, les véritables communistes, et nous tous, les véritables patriotes, qui ne voulons pas que la France se dilue dans un État fédéral européen extrêmement dangereux, qui serait dirigé de fait par Washington et Berlin. Nous, les véritables pacifiques,
qui ne voulons pas la perte de l'humanité, qui aimons plus l'Europe que Jadot et compagnie, car quand on aime véritablement l'Europe, on aime les Européens vivants, et non pas irradiés et morts. Nous qui aimons la France, bien plus que Macron, puisque nous voulons aussi une France qui continue, qui vive, qui soit indépendante, mais d'abord dont les citoyens soient vivants. Voilà, et nous qui aimons l'humanité, beau mot choisi par Jean Jaurès pour nommer le journal de la classe ouvrière française à son époque, voilà, eh bien nous disons que ça doit devenir une thématique centrale de la campagne législative. Et qu'il n'est pas question, en tout cas pour nous, militants franchement communistes, de pratiquer on ne sait quelle alliance avec des gens qui, au Parti Socialiste, ou chez les Verts, quelquefois d'ailleurs aussi dans d'autres milieux, où l'on espérerait un peu plus d'esprit critique, où j'ai lu des choses époustouflantes sur le fait que pour défendre la paix, il fallait avant tout isoler Poutine, je cite, on reconnaîtra peut-être, et que bon, la campagne de sortie de l'OTAN n'était pas d'actualité. Ben voyons, hein, il faut faire des voix, et on verra la paix plus tard, si plus tard il y a. Donc effectivement, pas question pour nous, militants de la paix, d'accepter, pas de faire la campagne pour des gens qui pourraient, en quelque sorte, s'allier avec cette fausse gauche, cette gauche exterministe, cette gauche sociale exterministe, comme dirait peut-être Lénine, c'est-à-dire sociale en parole et exterministe en fait, qui ne rêve que plaise et posse, qui veut se battre par personne interposée, et qui gravite autour de ces gens dangereux que sont Raphaël Glucksmann, pour le Parti Socialiste et Place Publique, ou Jadot pour les Verts. Nous disons qu'il faut, à ces élections législatives, mettre au premier plan 4 choses. D'une part, la paix, la désescalade, la négociation, etc. La sortie de l'OTAN, par conséquent, toujours dans ce premier point, et pas la sortie pour plus tard, et pas la sortie à la Le Pen qui dit qu'il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN, mais rester dans l'OTAN, parce que ça servirait à rien, ça serait peut-être même encore pire, en ce sens que on n'est plus dans le commandement intégré de l'OTAN, la France n'a plus rien à dire sur la conduite des opérations, mais elle est qu'encore dans l'OTAN, donc s'il y a guerre entre la Russie et l'OTAN, elle est entraînée dans le conflit. Il faut sortir de l'OTAN. Deuxième point, il faut évidemment batailler, quelle que soit la manière dont on l'envisage, et nous c'est le Frexit progressiste, nous au PRCF, batailler contre l'État fédéral européen que propose Olaf Scholz, et que propose aussi Macron. Vous avez vu que scandaleusement, quand il a été élu, la première des choses qu'il a fait jouer, c'est non pas la Marseillaise, mais l'hymne européen. Ce pauvre hymne européen qui est l'usurpation par l'UE, ce cartel impérialiste, de la magnifique Ode à la joie de Schiller, mise en musique par Beethoven. Donc, au moins ça, dire clairement, nous sommes contre l'État fédéral européen. Nous sommes pour le primat des lois françaises sur les lois européennes. Sinon, étant donné que l'Union européenne et l'OTAN, c'est la même chose maintenant, que seuls les aveugles volontaires ne veulent plus le voir, nous serons entraînés dans le conflit. Et disant cela, je ne suis pas anti-européen, je le dis et le répète, les anti-européens sont ceux qui mènent l'Europe à la mort, à la faillite, qui veulent en faire une troisième fois un champ de bataille avec derrière les Américains du Pentagone et compagnie, qui espèrent bien être protégés de cela par l'océan Pacifique, ce qui est évidemment une illusion. Et enfin, bon, aussi bien sûr le social. Le social, c'est tout simplement l'abrogation de l'ensemble des lois maastrichtiennes qui ont déchiqueté le modèle social issu de 1945 et du CNR dans notre pays au nom de la construction européenne. Toutes ces lois qui découpent en morceaux le code du travail mis en place par Croizat, la sécurité sociale, les retraites par répartition, qui ont cassé l'indexation des salaires sur les prix depuis Delors 1983 et le tournant de la rigueur. Voilà, c'est tout ça qu'il faut défaire. Il faut, si j'ose dire, défaire la défaisance de la France, négation de la négation. Il faut défaire ce qui nous défait. C'est ça qu'il faut faire pour reconstruire. Et enfin, bien entendu, la lutte contre le fascisme, contre la fascisation sous toutes ses formes. C'est pas seulement les différentes variantes
de l'eupénisation de la société, même si c'est important, mais c'est aussi l'ensemble des lois liberticides qui vont être mises en place de plus en plus, à l'abri de l'état d'urgence, puis maintenant à l'abri de l'état de guerre, l'Union européenne devenant de plus en plus anticommuniste, fascisante, policière, fliquant par tous les moyens possibles Internet et l'expression. Profitons du fait que nous avons encore un peu d'expression pour nous battre pour la paix, pour l'indépendance nationale, pour le progrès social, pour la démocratie, parce que c'est la condition du socialisme que nous voulons, socialisme qui est le seul moyen à terme pour mettre un terme définitif aux guerres provoquées par le capitalisme. Vous connaissez la phrase de Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, et le capitalisme impérialisme moderne porte en lui, ajouterais-je, la guerre d'extermination comme la nuée porte l'orage. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si je suis un peu angoissant dans mes propos, c'est parce que la situation est angoissante. C'est pas le plaisir d'angoisser. Et elle n'est angoissante que quand on ne la combat pas parce qu'on ne veut pas voir les choses. C'est pas parce qu'on ne veut pas les voir qu'elles n'existent pas. Soyons matérialistes, soyons réalistes, regardons les choses en face. Pessimisme de l'intelligence et optimisme de la volonté. Quand on regarde le réel, et il n'est pas beau à voir en ce moment, au moins on se bat, on s'organise, on milite. C'est ce que font les militants du pôle de Renaissance communiste, qui le 1er mai diffuseront leur journal, Initiative communiste, avec tout un dossier sur le syndicalisme de lutte, et qui le 9 mai, le 8 et 9 mai, à l'occasion de l'anniversaire de la victoire sur Hitler et à l'occasion de la prétendue journée de l'Europe, effectivement militeront pour la paix, pour la sortie la plus rapide possible de l'Alliance Atlantique. Alliance Atlantique ou monde pacifique, il faut choisir. Merci de votre écoute.